Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Il est 13h à Kinshasa. Tout de suite les titres. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert ce mardi 17 février la table ronde sur la protection des services essentiels en contexte de conflit. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Pour apporter assistance aux réfugiés congolais et réévaluer leurs besoins humanitaires, le gouvernement congolais a dépêché une mission officielle au camp Lovoa en Angola. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale et la Sensa ont scellé ce mardi 17 février 2026 à Kinshasa un partenariat stratégique pour transformer la fin de carrière des enseignants. Vous aurez également plus de détails dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer avant de tenir une séance de travail avec la commissaire européenne Adja Labib dans un contexte de crise humanitaire persistante dans l'est du pays. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert ce mardi 17 février la table ronde sur la protection des services essentiels en contexte de conflit. Suivez. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement pour un accès humanitaire sûr dans l'est du pays. La première ministre Judith Suminwa a ouvert le 17 février 2026 une table ronde sur la protection des services essentiels en collaboration avec l'UE et le CICR. Cette action précède une séance de travail avec la commissaire européenne Adja Labib sur fond de crise sécuritaire et humanitaire persistante. À savoir, les points clés de cette démarche incluent le renforcement de la coordination pour une collaboration accrue avec l'Union européenne et le CICR pour protéger les populations vulnérables, l'engagement humanitaire qui témoigne de la volonté d'assurer un accès rapide, sûr et non discriminatoire aux services de base, la stratégie à long terme qui vise l'exploration d'un compact santé pour sécuriser la continuité des services dans cette partie est de la République, ainsi que le cadre légal qui met au point la réaffirmation du respect du droit international humanitaire. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG 2024-2028. Le gouvernement a assuré que la situation quant à la paye des fonctionnaires de l'État reste sous contrôle et cela sera totalement clôturé dans les 72 heures malgré un glissement technique lié aux mises à jour en début de l'année. Ça a été dit à l'issue de la réunion de conjoncture économique tenue à la primature le lundi 16 février. Suivez. Réunis en séance extraordinaire de conjoncture économique à la primature, ce lundi 16 février 2026, sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, en présence du vice-premier ministre en charge de l'économie, du ministre du budget, des finances, des mines et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, le gouvernement congolais a rassuré que la situation économique reste maîtrisée et que le processus de paye des agents de l'État se poursuit malgré un réajustement technique observé en début de l'année. À l'issue des travaux, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a attribué ce léger décalage aux opérations de mécanisation et aux mises à jour administratives généralement effectuées au premier trimestre de l'année. Les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels, c'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite. Il a en outre indiqué que les rémunérations du personnel médical ont déjà été liquidées et que la clôture complète des opérations de paye interviendra dans un délai de 72 heures, balayant ainsi les rumeurs d'éventuelles difficultés. Le gouvernement se veut rassurant quant à sa capacité d'honorer ses engagements et à stabiliser le calendrier de paye dans les prochains mois.
Le ministre de la Justice, Guillaume Guefa, s'est rendu à Mbujimayi, au Kasaï oriental, ce mardi 17 février. Cette mission d'itinérance s'inscrit dans l'optique de se rendre compte des conditions carcérales du travail du personnel judiciaire notamment. Suivez. Palper du doigt les réalités carcérales et judiciaires, c'est le nouveau défi que s'est assigné le ministre de la Justice, Guillaume Guefa, qui a notamment entamé une mission d'itinérance dans les géoles du pays. Ce mardi, il s'est rendu à Mbujimayi, au Kasaï oriental, où il doit évaluer les conditions carcérales, le travail des magistrats et du personnel judiciaire. Il doit également se rendre compte du fonctionnement des juridictions. À l'aéroport de Bipemba, il a été accueilli par plusieurs autorités politico-judiciaires de la province. À l'aéroport de Bipemba, il a été accueilli par plusieurs autorités politico-judiciaires de la province. Sur la liste, le vice-gouverneur, le ministre provincial de la Justice ainsi que le procureur général, aux côtés d'autres responsables administratifs et judiciaires. À travers cette descente sur terrain, le garde des Sceaux congolais entend rapprocher la justice des citoyens, quelle que soit leur résidence. À son arrivée dans cette partie du pays, il s'est rendu à Kabeya-Kamwanga où il doit faire le diagnostic des juridictions rurales. Ces dernières font généralement face à moult difficultés. Mardi 17 février 2026 à Kinshasa, le ministre d'État au plan, Guilain Mboué, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, ont évalué l'état d'avancement des réformes du climat des affaires inscrites dans le TNSE, avec en ligne de mire l'accélération des résultats et l'amélioration de l'attractivité économique de la République démocratique du Congo. Aris Mbenga. Ce mardi 17 février à Kinshasa, le ministre d'État au plan, Guilain Mboué, a présidé une séance de travail consacrée au suivi des réformes du climat des affaires en présence de son collègue de l'industrie, des PME de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba. Au cœur de la rencontre, l'évaluation des assignations est prise dans le tableau numérique de suivi des réformes économiques, véritable baromètre environnemental pour mesurer l'évolution de l'environnement des affaires en RDC. Les deux ministres ont passé en revue l'état d'avancement des réformes sectorielles, identifié les principaux blocages et envisagé des mesures correctives en vue d'accélérer leur mise en œuvre. Cette séance s'inscrit dans la continuité d'une première réunion tenue le 14 octobre de l'an passé au ministère de l'Industrie, illustrant une coordination renforcée entre les deux portefeuilles pour améliorer l'efficacité de l'action engagée. À travers cet exercice de rédévabilité technique, l'exécutif entend consolider la dynamique de transformation économique, renforcer l'attractivité du pays et stimuler l'investissement privé. Le ministère de l'Éducation nationale et la SENSA ont scellé ce mardi 17 février 2026 à Kinshasa un partenariat stratégique pour transformer la fin de carrière des enseignants. Cette convention vise à simplifier les démarches administratives et à anticiper le départ afin d'assurer une prise en charge sociale digne à ceux qui ont formé la nation. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayagana-Gato, a reçu ce mardi 17 février 2026 l'envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs, Emmanuel Koé, pour des échanges axés sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le suivi de la conférence de Paris et la coordination des initiatives diplomatiques régionales et internationales. Suivez. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayagana-Gato, a reçu en audience ce mardi 17 février Emmanuel Koé, envoyé spécial de la France pour la région des Grands Lacs. Au centre des échanges, l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, le suivi des recommandations issues de la conférence internationale de Paris sur les Grands Lacs, ainsi que l'harmonisation des initiatives diplomatiques en cours à Luanda, Nairobi, Washington et Doha, en synergie avec les démarches de l'Union africaine. À l'issue de la rencontre, Rémi Marichaud a souligné la volonté commune de renforcer la coordination internationale en faveur du retour de la paix dans la région. Donc dans le domaine humanitaire, comme vous le savez, la France avait organisé le 30 octobre dernier une conférence à Paris et c'était important que notre envoyé spécial puisse rendre compte aux autorités congolaises du suivi qui est effectué par la France
à la fois sur les promesses de dons qui avaient été faites le 30 octobre, est-ce que cet argent a vraiment été décaissé ou est-ce qu'il est parti? Donc ça c'est important, mais également sur l'autre point, à savoir que la France s'était engagée à œuvrer pour la réouverture de l'aéroport de Goma, et c'était important de discuter avec la vice-ministre juste après la récente visite de la chef par intérim de la MONUSCO qui s'est posée à Goma. C'est important de voir comment le gouvernement congolais envisageait la suite et notamment les modalités de reprise de vol humanitaire. La vice-ministre des Affaires étrangères a pour sa part réaffirmé l'attachement de la RDC au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, tout en plaidant pour un suivi concret et opérationnel des engagements pris par la communauté internationale en faveur de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Nommée récemment inspectrice générale du travail ad intérim, Mugalu Muteba Marie a été reçue par le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, et qui lui a fixé des nouvelles orientations pour la relance de l'inspection générale du travail. Suivez. Nommée récemment inspectrice générale du travail ad intérim, Mugalu Muteba Marie a été reçue ce lundi 16 février 2026 par le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, qui lui a transmis les nouvelles orientations pour relancer l'inspection générale du travail. Je commencerai par dédier ce moment à son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le patron de la masculinité positive. Je remercie aussi Madame, son Excellence, le Premier ministre. Et c'est par sa vision que nous femmes nous retrouvons aussi. Je voudrais remercier mon ministre Ferdinand Massamba parce que celui-ci n'avait pas voulu me nommer. Je ne pouvais pas me retrouver ici. Et demander que ces orientations à tout moment qu'il soit toujours avec moi pour me guider. Forte d'un palmarès incluant une nomination présidentielle et de nombreuses années d'expérience au sein de l'inspection générale du travail, Mugalu Muteba se dit prête à assumer ses nouvelles fonctions. Désormais à la tête de ce service, elle se fixe une mission claire, redorer l'image de marque de l'inspection générale du travail, ternie depuis ces dernières années. Je me sens trop à l'aise parce que c'est la continuité de l'administration de l'inspection du travail, de la législation sociale. J'ai fait longtemps à l'inspection du travail. L'objectif présentement, c'est pouvoir chercher comment redorer l'image de l'inspection du travail qui a été ternie. Parce que pour le moment, on est traité de tout. Vraiment, je vais travailler pour l'union de tout le monde. Je n'ai jamais travaillé pour les uns et contre les autres. Et nous devons travailler ensemble. Je dois beaucoup travailler pour l'union et la cohésion de nous tous. Dans ce contexte particulier, l'inspection générale du travail se doit de restaurer sa crédibilité. La nouvelle responsable affirme relever ce défi tout en suivant les directives et orientations du ministre de l'Emploi et Travail. Le gouvernement congolais a dépêché ce 17 février 2026 une mission officielle au camp de Lovoa en Angola pour porter assistance aux réfugiés congolais et réévaluer leurs besoins humanitaires dans un contexte marqué par la suspension de l'aide humanitaire. Suivez. Dans le cadre de la politique de protection de la diaspora, le ministre délégué en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Badou, a dépêché une mission officielle en Angola, au camp de Lovoa, dans la province de Lunda Norte, afin d'y apporter une assistance urgente aux réfugiés congolais et d'évaluer leurs besoins humanitaires. Conduite par son directeur de cabinet et supervisée par Joseph Ilunga, consul général à l'UNA, la délégation congolaise a dans un premier temps présenté ses civilités à Constantin Kalala, ambassadeur de la RDC en Angola, ainsi qu'aux autorités provinciales de Lunda Norte. Sur le terrain, les émissaires du gouvernement ont rencontré les réfugiés congolais installés en Angola depuis les violences liées au phénomène de Kamunyan-Nsapu. Leur nombre, qui dépassait les 43 000 en 2017, est aujourd'hui estimé à 6 366, en majorité des enfants vivant dans des conditions humanitaires précaires. Cette situation s'est aggravée depuis la suspension en novembre 2025 de l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La mission a ainsi procédé à la distribution d'aides de première nécessité en attendant des mesures plus structurelles visant à améliorer durablement leurs conditions de vie et à préparer leur retour volontaire en RDC. Par cette action, le gouvernement réaffirme sa volonté de ne laisser aucun Congolais sans assistance où qu'il se trouve et de poursuivre ses efforts en faveur de la protection et de la dignité de ses ressortissants à l'étranger.
En mission conjointe à Beni, Bunia et Goma, l'ambassade de Suède et le PNUD ont lancé une opération de renforcement des capacités des services publics mardi 17 février 2026. Ce partenariat marqué par une remise importante d'équipements informatiques et logistiques vise à apporter des solutions concrètes aux défis administratifs et aux besoins prioritaires des populations du Nord Kivu et de l'Ituri. Samuela Ngalula, images et commentaires. Une mission conjointe entre l'ambassade de Suède et le PNUD a débuté cette semaine à Beni, Bunia et Goma. Ce déploiement vise à soutenir les autorités locales dans la modernisation de leurs services publics. Conduite par le représentant de la délégation suédoise et Patrick d'Oliveira, chef de bureau du PNUD au Nord Kivu, cette initiative est une étape importante dans le partenariat pour la stabilisation de la région. À Beni, le passage de la délégation a été marqué par un geste concret, la remise d'un important lot d'équipements informatiques et logistiques destinés aux autorités provinciales. L'objectif est de doter l'administration des outils nécessaires pour répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. En renforçant les capacités techniques de l'État, les partenaires espèrent fluidifier la gestion administrative dans un contexte sécuritaire complexe. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Evariste, n'a pas caché sa satisfaction lors de la cérémonie de remise. Selon lui, ce dont prouve que les partenaires internationaux saisissent réellement les enjeux et besoins prioritaires de la province. Ce partenariat entre la Suède et le PNUD réaffirme l'engagement international à produire les résultats tangibles pour les communautés de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ce partenariat entre la Suède et le PNUD réaffirme l'engagement international à produire des résultats tangibles pour les communautés de l'Est de la République démocratique du Congo. L'accord de Washington n'est qu'un point de départ pour la paix en République démocratique du Congo, selon Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, dans un entretien accordé à nos confrères de France 24 le 16 février, dont nous relayons ici le passage essentiel. Le diplomate américain défend ce processus comme une rampe de lancement. Il n'exclut pas la possibilité des nouvelles sanctions contre Kigali. Suivez. Y a-t-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Mais ce n'est pas exclu. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord, il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins, le président Trump personnellement est témoin. C'est un engagement. C'est un engagement de notre part, c'est un engagement également de la part du Rwanda et des Congolais. En santé, vous le savez, une épidémie de choléra a été détectée à la prison centrale de Makala il y a peu et depuis, les autorités ont mis en place des mesures pour limiter la propagation de cette maladie infectieuse et contagieuse qui a pour agent causal le vibrion cholérique et qui contamine l'eau et les aliments via les matières fécales. Le docteur Steve Konondi nous en parle de cette maladie. Il a été joint au téléphone par Nadia Mabonso. Le choléra, c'est quoi le choléra? Le choléra, c'est une maladie infectieuse grave et très contagieuse qui touche l'intestin.
Donc le germe responsable, c'est une bactérie qu'on appelle le Vibrio cholerae, qui se retrouve dans l'eau ou les aliments contaminés par des matières fécales. Donc on appelle maladie des mains sales parce qu'il se transmet surtout lorsqu'on ne se lave pas les mains, après être allé aux toilettes, ou on consomme de l'eau qui n'est pas potable, ou on mange des aliments mal lavés ou mal cuits. Donc le choléra est lié au manque d'hygiène et d'assainissement. Quels sont les symptômes et le traitement du choléra? Bon, le choléra se manifeste brutalement par une diarrhée abondante et très liquide. La caractéristique, c'est cette diarrhée comparée à l'eau de riz. Et nous avons des vomissements qui pourront entraîner une déshydratation rapide avec des signes tels que une asthénie physique, une soif intense, des yeux qui sont enfoncés. Et on peut avoir aussi des crampes musculaires. Bon, sans traitement rapide, la déshydratation peut entraîner la mort, surtout chez des enfants et les personnes âgées. Concernant le traitement repose principalement sur la réhydratation immédiate. On va utiliser des sels de réhydratation orale, donc des SRO. En cas de gravité, donc on peut donner des perfusions au niveau de l'hôpital. Bon. En sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF s'est tenu hier mardi 17 février au siège de la Confédération africaine de football. L'association sportive Maniema Union, dernier représentant de la République démocratique du Congo encore en lice, a découvert son adversaire ainsi que son potentiel parcours jusqu'à la finale de cette compétition. Bienvenue Famba. Qualifié pour la toute première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe des Confédérations africaines de football, après avoir terminé deuxième de son groupe, Maniema Union, seul représentant de la République démocratique du Congo en compétition des interclubs de la CAF, connaît désormais son adversaire. À l'issue du tirage au sort effectué ce mardi 17 février au siège de la Fédération égyptienne de football par la CAF, les unionistes de Kindu affronteront les Algérois de l'USM Alger, dirigés par l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe, les franco-sénégalais Mamadou Lamine Diaye. Les matchs allés se jouera à Lubumbashi, tandis que la rencontre retour aura lieu en Algérie. Les vainqueurs de cette double confrontation affrontera en demi-finale les gagnants du duel entre Olympique Club Safi et Wydad de Casablanca, un duel 100% marocain. Avec 12 points à 6 matchs joués, les poulains de Papi Kimoto ont démontré leur envie d'aller encore plus loin dans cette compétition miroir du football africain. Et puis le Real de Madrid a battu Benfica 1-0 lors du match de barrage de la Ligue des Champions à l'Estadio de Luz. Suivez cet élément de Jean-Pierre Kaniki. S'est imposé sur la marche d'1-0 sur la pelouse du Benfica en barrage aller de la Ligue des Champions. Vinicius Junior a marqué le seul but du match, un but inscrit en seconde période par l'attaquant brésilien après un retard dû à une remarque raciste d'un joueur Benfica en l'encontre de Vinicius. Le match a repris, mais le Real de Madrid a conservé son avance cruciale dans cette confrontation. Benfica a eu plusieurs occasions, mais sans objectif et résultat positif. Retenons que le Real se place à la 9e position avec 15 points et Benfica à la 24e place avec 9 points. Allez, Jean-Pierre Kaniki revient cette fois-ci pour nous parler du Paris Saint-Germain qui a remporté face à Monaco 3-2 lors de la soirée du mercredi 17 février à Lens. C'était pour le compte de la Ligue des Champions. Après un début de match cauchemardesque, le Paris Saint-Germain a renversé l'association sportive Monaco par le score de 3-2. C'est mardi lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Le Monégasque entame la rencontre de la meilleure manière en marquant dès la 55e seconde par Balogun 1-0. Ce n'est pas tout. À la 18e minute, le Parisien s'est fait surprendre une deuxième fois par le buteur américain 2-0. Dans la foulée, Faes concède un penalty, mais Vitinha ne profite pas de l'offrande, un vrai cauchemar pour le PSG. À la 29e minute, Désiré Doué remplace Dembélé touché au mollet et marque le premier but 2-1. Le Paris Saint-Germain s'active avec Hakimi qui ramène le score à l'égalité 2 buts partout.
Pour clôturer la rencontre, Désiré Doué marque son deuxième but d'un tir puissant du gauche. Résultat final, 3-2 en faveur du Parisien. Précisons qu'actuellement Paris Saint-Germain est 11e avec 14 points et l'association sportive Monaco 21e avec 10 points. Ce journal est terminé, je vous rappelle les titres. Vous avez suivi dans ce journal la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui a ouvert ce mardi 17 février la table ronde sur la protection des services essentiels en contexte de conflit. Vous avez également suivi l'assistance apportée aux réfugiés congolais, réévaluer des besoins humanitaires. Le gouvernement congolais a dépêché pour ce une mission officielle au camp de Lovoa en Angola. Et puis vous avez également suivi le ministère de l'Éducation nationale et la SENSAP qui ont scellé ce mardi 17 février 2026 à Kinshasa un partenariat stratégique pour transformer la fin de carrière des enseignants. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de votre chaîne.